ACC Automotive Cells Company, also known as the Airbus of batteries, is set to be the European automotive battery leader. The company was created 2 years ago through the association of two major companies with highly complementary skills and experiences. Saft, a subsidiary of Total Energies who bring their 100 years of expertise in advanced battery technology solutions and their research and development and industrialization know-how, and Stellantis, a multinational automotive company distributing the Citroën, Maserati, Fiat, Peugeot, Chrysler, and Opel brands, who contribute their knowledge of the automotive market and experience in mass production. The arrival this year of the German luxury and commercial automotive manufacturer Mercedes-Benz as an equity stakeholder has confirmed ACC in its ambition. The company benefits from solid support from both the French and German governments and the European and local authorities. ACC is part of the IPCEI project, Important Project of Common European Interest on Batteries, a transnational project that aims to contribute to the growth, employment and competitiveness of Europe via the sharing of knowledge, expertise, financial resources and economic stakeholders. In total, ACC has raised 3.2 billion euros in grants, ensuring a solid foundation for growth. ACC develops and industrializes the next generation of sustainable, affordable, high-capacity, longer-life batteries as a cleaner energy source for transport for Europe, a market in which Asia has the upper hand. The enterprise has recorded impressive growth since its creation. With a workforce of 700 people and a capacity of 26 gigawatt-hour per year already secured with its first clients, ACC has become in just 2 years the fastest-growing company in the automotive sector. Automotive Cells Company is already manufacturing its first prototypes in its brand new R&D center, which was inaugurated in September 2021 in Bruges, near Bordeaux, in the southwest of France. ACC's Expertise Center boasts 2,300 square meters of laboratories and 1,300 square meters of testing labs at the cutting edge of new technologies, an 11,000 square meters protoline, and bright and spacious modern office space for the employees. A pilot plant in Nersac, near Cognac, has been built and production of the first cells and modules started in March 2022. The building of ACC's first gigafactory started in January 2022 in the Hauts-de-France, a region known as the Silicon Valley of batteries. Operations will start in 2023. A second gigafactory will be built in Kaiserslautern, Germany, to start operations in 2024. A third one is planned to be built in Termoli in Italy. And that's only the beginning. In total, ACC has announced a production capacity of minimum 120 gigawatt-hour by 2030, a figure that has already doubled since Mercedes joined the project. ACC moves fast, but to make it happen, they need talent, a lot of talent. Les S3PI ont été créés à partir des années 70 pour répondre à des préoccupations locales et faciliter le partage d'informations sur l'environnement, la pollution et les risques industriels. Au nombre de 15, ils permettent de capitaliser les expériences, mutualiser les savoirs, favoriser l'échange et le dialogue entre les parties prenantes. Leur mission première consiste à prévenir, anticiper et mener en toute transparence des opérations d'information, de concertation et d'accompagnement. Mobilisés pour la prévention des risques et mobilisables en post-accident industriel majeur, les S3PI œuvrent aussi dans d'autres domaines comme la prévention des pollutions et des nuisances. Ils permettent d'identifier les points de blocage, confronter les points de vue afin de co-construire des solutions pour réduire l'impact environnemental de l'activité humaine. Lieu d'échange dans un climat de confiance, ils facilitent l'accès pour tous aux connaissances techniques et scientifiques qui fondent leurs réflexions et décisions. Ils rassemblent les différents acteurs des territoires autour d'une même problématique et permettent de décloisonner les sujets. Véritables tables rondes, territoriales ou opérationnelles, les S3PI ont un rôle d'impulsion, d'orientation et sont force de proposition. Aujourd'hui, les S3PI ont pour ambition de participer à la transition écologique, énergétique et économique des territoires.
Il mène des études et encourage les bonnes pratiques dans les domaines industriels et environnementaux. Ce sont de véritables atouts pour les territoires. Les S3PI sont prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de demain pour rester précurseurs dans l'information et la concertation en matière d'environnement et de développement durable. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cet événement en distanciel consacré à un point d'étape sur la Gigafactory de batterie de Billy-Berclau d'Ouvrin. Alors, cet événement est organisé par le S3PI de l'Artois. Pour ma part, je me nomme Jean-Marie Descluse et je suis le responsable du S3PI de l'Artois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, même s'il y a eu le petit film en introduction, donc un S3PI, c'est une structure collégiale qui réunit l'État, les collectivités territoriales, les industriels et des associations de protection de l'environnement. Et notre ADN est de, si je puis dire, contribuer au côté serial killer de l'homme sur l'environnement. Alors, comme le montre très bien la vidéo, nous menons des actions autour de 4 piliers. La prévention des risques technologiques, qui est un peu le pilier historique, la prévention des pollutions, l'accompagnement des territoires dans leur développement et, plus récemment, la transition écologique. Alors, pour en revenir plus spécifiquement à cet événement consacré donc à la Gigafactory de batterie de Billy-Berclau, alors celui-ci s'inscrit dans notre rôle d'accompagnement des projets structurants pour le territoire de l'Artois. Et je tiens à vous remercier, nous tenons à vous remercier tous de vous être, très chaleureusement d'ailleurs, de vous être inscrits aussi nombreux à ce webinaire, puisque nous avons 450 inscrits. C'est quasiment un record pour nous. Voilà, donc on en est très contents. Et donc, sur le plan de l'origine géographique, je vais peut-être… voilà. Sur le plan de l'origine géographique, vous êtes à 70% de la région et 30% hors région, et on a même détecté une quinzaine d'étrangers. Voilà, donc c'est un événement, comme j'ai l'habitude de dire, quand il y a des étrangers, c'est un événement d'ordre international, et c'est une très bonne chose. Alors, en termes de répartition socio-professionnelle, vous êtes 41% d'industriels, vous êtes 8% de collectivités territoriales, 12% de représentants d'État, 6% d'associations et 32% autres. Alors, dans les autres, on compte des sociétés de services, des bureaux d'études, des banques, des journalistes, des universitaires, des étudiants, des salariés, des particuliers, etc. Et donc, voilà, peut-être toujours pour commencer finalement, avant de commencer ce webinaire, donc quelques consignes désormais classiques pour les gens qui sont en visio. Alors, vu le nombre de personnes présentes, pour l'instant, je regarde mon ordinateur, mais je ne vois plus, mais on doit être entre 200. Donc, vos caméras et vos micros ont été désactivés. Vous avez à votre disposition un onglet en bas à gauche, questions-réponses, à travers lequel je vous demanderai de poser vos questions, et une panéliste, ici présente d'ailleurs autour de moi, répondra à vos questions, et nous prendrons au fil de l'eau une question ou plusieurs questions en fonction du temps pour que l'on puisse y répondre en direct. Et vous avez aussi un onglet discussion, mais merci de ne pas mettre vos questions dans l'onglet discussion puisqu'elles ne seront pas retenues. Voilà, donc j'en ai terminé pour ces quelques consignes. Alors, cet événement également peut-être est enregistré, hein, et donc il y aura donc on va dire un replay qui sera réalisé, qui sera rapidement mis sur notre chaîne YouTube S3PI-Artois. Voilà, j'en ai terminé pour ces quelques mots d'introduction et je passe à présent la parole à monsieur le sous-préfet de Béthune, monsieur Boutera, qui va vous dire quelques mots et vous présenter l'ordre du jour de cette manifestation. Monsieur Boutera, à vous. Très bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous le savez, la zone industrielle de Billy-Berclau accueille la première gigafactory donc, française de construction de batteries. Alors, c'est sur l'arrondissement de Béthune, dans le département du Pas-de-Calais, hein, qui est le 8e plus grand département de France. Donc, cette gigafactory est construite par le groupe ACC, qui est le fruit d'une alliance, donc le fabricant de batteries français Saft et les deux groupes automobiles Stellantis et Mercedes. Donc, ces trois industriels ont
ont uni leurs forces pour faire d'ACC un leader mondial des batteries et dans un domaine qui est aujourd'hui largement dominé par l'Asie. Alors, cette installation, c'est un quadruple défi, si je peux utiliser cette expression. Le premier, c'est un défi industriel, territorial, administratif et puis humain. Tout d'abord, donc sur la partie industrielle, de toute évidence, c'est nouveau en tout cas pour la France. Ce sont des procédés industriels dont l'acquisition est en cours par le groupe ACC, mais qui a aujourd'hui bien avancé dans ce domaine. C'est pour répondre à la transition écologique, bien sûr, puisque nous allons en Europe vers une mobilité électrique. Mais bon, je le dis, mais c'est très évident, c'est aussi un enjeu fondamental de souveraineté industrielle pour l'Europe. On ne peut pas être dépendant voilà, de pays tiers. On le voit aujourd'hui avec la situation internationale. Donc, on ne peut pas rester longtemps dépendant de tiers en matière de développement industriel. Ça, c'est donc le premier enjeu. Alors, il y a aussi un deuxième enjeu plus local, bien sûr, qui est un enjeu territorial. C'est l'implantation sur une zone d'activité sans artificialisation des sols. C'est très important. C'est un pari qui a été gagné. Donc, on a repris une zone qui était déjà artificialisée. On est dans une zone géographique extrêmement favorable aux échanges européens, proche de l'Allemagne, principal partenaire économique de la France, proche de la Grande-Bretagne, en direction des marchés du Nord. Donc, on est sur une situation tout à fait exceptionnelle. Et puis, on est aussi sur l'arrondissement de Béthune, dans un arrondissement où la culture industrielle est extrêmement forte et très prégnante. C'est l'arrondissement où la présence de l'industrie est la plus forte dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, ça, c'est à noter. Voilà. Alors, pour répondre à cet enjeu à la fois industriel et territorial, l'État a dû faire preuve aussi d'inventivité. Il a dû aussi inventer un certain nombre d'outils. Il fallait s'adapter. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un CLAP, un comité local d'accompagnement de projets. L'idée, c'était voilà, d'accompagner de A à Z l'entreprise et surtout d'anticiper les difficultés éventuelles dans le processus administratif pour éviter voilà, d'avoir des délais qui courent parce qu'on découvre au fur et à mesure des dossiers qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas assez complètes. Donc très concrètement, tous les services de l'État concernés, la sous-préfecture et l'industriel, eh bien, on se met ensemble pendant une heure et demie tous les mois et puis on fait le tour d'avancement des projets. Et si ça coince quelque part, eh bien, on essaie de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, ça fonctionne très bien. La preuve est que la durée des claps se raccourcit. Donc, ce qui veut dire qu'on a moins en moins de choses à se dire. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors, le dernier enjeu, c'est un enjeu humain, c'est un enjeu de recrutement, c'est un enjeu RH, parce que les besoins quantitatifs seront importants, mais les besoins qualitatifs aussi seront importants. Ce sont des métiers nouveaux. Donc, on est en train de vivre une véritable transition. Donc là, les acteurs se sont déjà mobilisés pour trouver les salariés de demain qui pourront accompagner le développement de cette entreprise. Voilà. Donc, il fallait tout ça, je crois, pour que ce projet soit une belle réussite. Il fallait un écosystème administratif favorable, il fallait un territoire accueillant, il fallait une entreprise innovante. Et je pense que c'est le pari, le quadruple pari dont je parlais, que nous sommes en train de réussir. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour l'ordre du jour, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je vais peut-être vous passer la parole. Ah, il est en face. Bon. Donc, c'est M. Yann Vincent donc, qui prendra la parole, qui présentera de façon beaucoup plus précise le projet ACC. Ensuite, donc, le responsable de l'unité de Réal, M. Modrzejewski, nous parlera du dispositif à l'appui de l'augmentation de capacité. Nous aurons ensuite une intervention donc, de la communauté d'agglo de Béthune-Bruay sur la partie adaptation des compétences. Et enfin, le dernier point, ce sera sur le volet formation en région. Et il sera apporté donc, par les représentants de la région Hauts-de-France et de la DRAFPIC. Voilà.
Merci bien, monsieur le sous-préfet. Donc, sans plus attendre, donc, je passe la parole à Yann Vincent, CIO d'ACC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis particulièrement content de vous parler aujourd'hui de notre projet ACC, tout simplement parce que j'adore en parler. C'est un projet qui est particulièrement enthousiasmant. C'est un projet qui participe finalement à la protection du climat en permettant la transition énergétique de la mobilité. C'est un projet qui participe à la réindustrialisation de territoires en Europe. C'est un projet qui participe à recouvrir une souveraineté que l'Europe aurait pu perdre à certains moments dans un certain nombre de domaines. Bref, c'est un projet absolument enthousiasmant. Je suis donc tout particulièrement ravi de vous en parler. Alors, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était le 9 novembre 2021, donc il y a un petit peu plus d'un an. Et pour faire simple, je dirais que ce que nous avons fait au cours de cette année, c'est transformer très largement en réalité physique ce que nous vous racontions sur la base de papier. Donc, nous sommes sortis du papier, nous sommes dans le physique, nous sommes dans les réalisations très concrètes. En 2 ans, nous sommes devenus l'une des entreprises du secteur automobile qui a la plus forte croissance au niveau mondial. Nous sommes un petit peu moins de 1000 personnes aujourd'hui. On continue à avoir en moyenne plus d'une personne, voire 2 qui nous rejoint par jour. Nous avons levé des fonds, sécurisé des fonds à hauteur de 3,2 milliards, à la fois de la part de nos 3 actionnaires, SAF Total, Stellantis, Mercedes, à la fois sous forme d'aide des pouvoirs publics français, l'État, la région, les collectivités territoriales, les régions en l'occurrence, puisqu'il y a Hauts-de-France et Aquitaine, et Nouvelle-Aquitaine, et puis l'Allemagne. Nous avons aujourd'hui d'ores et déjà des commandes signées qui supposent que sur la période de 24 à 2030, nous livrions 320 gigawattheures. Et enfin, notre feuille de route qui a été modifiée depuis la dernière fois où je vous avais parlé en novembre 2021, cette feuille de route prévoit que notre capacité industrielle soit portée à 120 gigawattheures, là où elle était précédemment de 48 gigawattheures, donc une multiplication par 2,5. Cette multiplication par 2,5 résulte de 2 facteurs: la révision à la hausse des prévisions des constructeurs automobiles et deuxièmement, l'entrée au capital de Mercedes qui s'est fait l'année dernière au cours de l'année 2021. Alors, cette feuille de route, je voudrais la rappeler, on a construit un centre de recherche à Bruges, dans la banlieue bordelaise. Cela a été la première pierre de l'édifice. Donc, c'est là où aujourd'hui, je dirais que la plus grosse partie des effectifs sont. C'est un centre de recherche qui fonctionne depuis le premier semestre 2021, qui nous permet de fabriquer, tester, valider n'importe quel type de cellule. Deuxièmement, nous avons démarré au début de l'année dernière une usine pilote à Nersac, dans la banlieue d'Angoulême. Cette usine pilote a comme procédé de fabrication exactement les mêmes machines que celles que nous allons avoir à Billy-Berclau-Douvrin, puis ensuite à Kaiserslautern et Termoli. C'est les équipements à l'échelle 1 des mêmes fournisseurs, simplement il y en a beaucoup moins d'un même type que ce que l'on aura dans la Gigafactory. Mais c'est un outil qui est absolument fondamental pour nous parce qu'il nous permet de valider les procédés de fabrication, les tester et les régler de manière fine, ceci permettant à terme de dérisquer le démarrage que nous allons faire à Billy-Berclau-Douvrin. Ensuite, Billy-Berclau-Douvrin, notre première Gigafactory, notre premier bloc qui est en construction et sur lequel je vous dirai quelques mots ensuite, puis suivra très rapidement dans la foulée le début de la construction à Kaiserslautern, puis à Termoli. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Kaiserslautern, nous avons d'ores et déjà acheté un terrain à Stellantis. Les travaux, malheureusement, de démolition
parce que nous sommes obligés de commencer par ça. Nous n'arrivions pas à réutiliser les bâtiments, ont été engagés et nous allons engager au cours de l'année 2023 le début de la construction. Il en ira de même pour Termoli, où nous allons acheter un terrain à Stellantis dans le sud de l'Italie. Alors, depuis que nous nous sommes parlé, il y a un certain nombre d'événements qui sont survenus depuis l'enquête publique. Nous avons obtenu l'autorisation environnementale fin 2021, après un travail extrêmement important réalisé avec les services de l'État. Et je veux remercier ici très chaleureusement le sous-préfet pour l'aide très efficace qui a été apportée en la matière et les différents services, évidemment, qui ont contribué. Nous avons engagé les travaux de la première Gigafactory de Billy-Berclau-Douvrin en janvier 2022, avec les travaux de terrassement, la création des voiries. En avril 22, nous avons posé le premier poteau. En octobre 22, des éléments sur la jonction au réseau électrique. Et puis enfin, fin 2022, nous avons déposé l'autorisation d'exploitation et le permis de construire pour le deuxième bloc, qui sera un bloc analogue à ce premier, et qu'évidemment nous aurons à engager très rapidement. Alors, Billy-Berclau, où est-ce que nous en sommes sur ce premier bloc? Vous avez là quelques images de où nous sommes partis. Nous sommes partis d'un terrain sur lequel il y avait encore quelques bâtiments qui étaient vides, qui étaient anciennement des bâtiments utilisés par la Française de mécanique, que nous avons dû malheureusement détruire, et sur lequel nous avons commencé à construire. Voilà où nous en sommes. Le bâtiment est complètement terminé. C'est un travail remarquable qui a été fait. C'est un bâtiment qui est gigantesque, qui fait 650 mètres de long, 100 mètres de large, qui monte jusqu'à 35 mètres de hauteur dans la partie début du process. Ce chantier s'est remarquablement passé avec le support de notre prestataire Eiffage. Zéro accident sérieux, quelques accidents mineurs malheureusement. Et donc, cela est un rappel à une vigilance permanente que nous devons avoir pour ce type d'activité, pour les autres aussi. Le bâtiment est donc, je vous le disais, terminé. Nous sommes en train d'installer à l'intérieur, et c'est très largement engagé, tout ce qui est utilité, tout ce qui est salle sèche. Les premiers biens d'équipement, donc les machines qui vont servir à faire les batteries, ont commencé à arriver à la fin de l'année dernière. Et donc, dans les mois qui viennent, nous commençons à les installer, nous allons les tester, nous allons démarrer la production pour enfin livrer des batteries destinées à être mises sur les véhicules clients de notre premier client à la fin de cette année. Quand je dis véhicules clients, ce sont des véhicules pour des clients particuliers, comme chacun d'entre vous, comme vous et moi. Je cède maintenant la parole à Frédéric Pribilski, qui est le patron du projet Douvrin, pour vous dire un certain nombre de mots sur l'emploi et la formation. Merci Yann. Donc, focus sur l'emploi et la formation. Ça, c'est aussi un défi très important. Il ne suffit pas d'avoir le bâtiment qui est prêt, les machines qui arrivent. Il faut aussi que toutes les équipes soient prêtes. Alors, les recrutements, pour quel type de poste? En forte quantité, ce sont des conducteurs d'installation de production, qu'on appelle aussi techniciens de maintenance, ou des professionnels de maintenance et des techniciens supérieurs en logistique, en qualité, et aussi en industrialisation. Bien entendu, des ingénieurs d'industrialisation et, n'oublions pas, tous les managers. Les profils, ce sont à terme, en 2025, de l'ordre de 30%, un tiers de collègues qui viendront de Stellantis, un tiers de personnes expérimentées et un tiers de personnes sortant de formation d'école de l'éducation nationale ou de la formation, par exemple, par la région, dont vous allez avoir des informations juste après. Quels sont les volumes? D'abord, sachez qu'aujourd'hui, à fin 2022, très exactement, nous étions 100 personnes.
On est déjà un peu plus de 120 à ce jour. Et donc, nous aurons à embaucher une personne par jour, sauf le dimanche. On a des semaines de 6 jours, c'est-à-dire 300 embauches. C'est notre minimum en 2023. Et nous continuerons en 2024 et en 2025 pour commencer aussi à préparer le deuxième bloc, le bloc 2. Les profils, je l'ai dit, candidats expérimentés, mais aussi des moins expérimentés. On trouve nos offres sur l'ensemble des communications, sur l'ensemble des plateformes emploi comme Indeed, APEC, Pôle emploi, Thalys, etc. Un focus sur la formation avec là le travail qui a été fait avec Stellantis et la région pour préparer le personnel Stellantis, mais aussi d'autres personnes, et la création d'un plateau technique pour pouvoir préparer le personnel avant que, c'est le premier point, un plan de formation en cours à notre centre d'excellence industrielle de Nersac. Donc, une fois que l'on a acquis le métier de conducteur d'installation, alors, nous, ACC, nous formons au poste pendant 3 mois sur notre site industriel de Nersac, qui est le site pilote avec des machines à l'échelle 1. Et ça, c'est un point très, très important. Les autres actions en cours, participation aux travaux sur l'AMI électromobilité avec l'ARIA qui pilote le sujet, mais sur aussi, bien entendu, l'IMM, l'AFPI, Pôle emploi, la région, pour renforcer l'attractivité et massifier les formations. Le sujet est tout autant d'attirer les jeunes et toutes les personnes cherchant un emploi sur des métiers industriels et ensuite de les former. Et puis, nous avons bien sûr énormément de relations avec le monde éducatif, que ce tant les écoles que les inspecteurs d'éducation nationale, mais aussi l'ensemble des associations de formation et d'emploi. En technique, nous avons parlé du bloc 2, mais nous faisons aussi une nouvelle demande d'autorisation suite au développement de l'usine. Alors pourquoi? Parce que en fait, nous avons réussi à optimiser notre implantation et à quasiment doubler la capacité du bloc 1 dans le même bâtiment. C'est la première partie sur extension de la capacité du bloc 1 de 8 à 16 gigawattheures. Et en même temps, nous lançons la demande de permis de construire pour la construction et l'exploitation d'un bloc 2, qui sera, comme a dit M. Yann Vincent, similaire au bloc 1. La conséquence, c'est la mise à jour des études d'impact et de danger. C'est en cours. Nous avons déposé les demandes de permis de construire en mairie, c'était mi-décembre. Et donc, actuellement, c'est en cours au niveau des services de l'État. Nous avons aussi un passage Céveso seuil haut en raison des quantités de produits mis en œuvre dans le procédé, mais sans augmentation du risque, puisque ce sont ces stocks de matières dangereuses sont stockés dans des endroits différents sur chacun des blocs, bien entendu séparés par des murs coupe-feu. Un sujet de planning, nous sommes parfaitement en ligne avec notre planning. Aujourd'hui, nous avons donc l'installation des machines. C'est très, très émouvant. Les premières machines sont installées, en cours de remontage, et en fin du premier semestre, nous auront les premières cellules réalisées dans le flux complet de notre première ligne pour avoir une production donc au second semestre. Et ensuite, nous aurons une montée en production sur ce premier bloc. Et pour le deuxième bloc, nous sommes décalés globalement de 18 mois
avec un objectif de démarrer les travaux de construction du bâtiment au 1er juillet 2023, dans maintenant 7 mois, pour avoir une installation à partir de la fin du premier semestre, donc juin 2024. Je laisse la parole à Agnès pour présenter notre démarche RSE, Agnès étant la responsable de cette démarche au sein de ACC. Bonjour à tous. Alors, la raison d'être d'ACC, c'est d'accélérer la transition vers une mobilité plus durable, accessible au plus grand nombre, et tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Donc, pour nous, la prise en compte dans nos projets et dans nos prises de décision des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux de nos activités, ça fait partie complètement intégrante de notre modèle d'affaires et de notre façon d'exercer nos métiers, et en cohérence avec les 4 axes stratégiques que nous nous sommes fixés pour notre démarche. Ces 4 axes stratégiques, nous les avons définis en nous basant bien sûr sur tous les retours, et nous vous en remercions, que nous avons eus par les différentes parties prenantes pendant la concertation, et puis sur tous les impacts environnementaux et sociaux, potentiels ou réels, positifs ou négatifs, des activités d'un producteur de batteries responsable. Donc, notre feuille de route, elle s'articule autour de 4 piliers. Tout d'abord, l'éco-conception et l'innovation, parce que c'est au moment où on définit à quoi vous ressemblez et qu'est-ce qui va rentrer dans nos produits, nos procédés de fabrication et nos usines, qu'on peut avoir le plus d'impact pour réduire les effets sur l'environnement. Et donc, notre engagement, c'est de concevoir des produits et des procédés de fabrication toujours plus efficaces et plus vertueux en matière environnementale, et de développer progressivement un modèle circulaire dans une démarche d'amélioration continue. Notre deuxième pilier, c'est bien sûr d'être cohérent entre la raison pour laquelle nous avons été créés et la façon dont nous exerçons nos activités. Donc, nous mettons l'accent sur l'approvisionnement et la production responsable. Sur l'approvisionnement, je vous présenterai juste après notre politique d'achat responsable. Et sur l'aspect Green Factory, Frédéric Przebelski vous expliquera où est-ce qu'on en est d'un point de vue environnemental. Et notre objectif, c'est vraiment de réduire continuellement nos impacts sur l'environnement en respectant les plus hauts standards éthiques et sociaux, que ce soit dans notre chaîne d'approvisionnement et dans nos usines. Le troisième pilier qui est très important pour nous, parce que vous l'aurez perçu des prises de parole de M. Vincent et de M. Przebelski, ACC, c'est avant tout une aventure humaine. Nous recrutons beaucoup, nous intégrons des gens passionnés, et donc nous avons à cœur de proposer un environnement de travail qui permette à nos collaborateurs de s'épanouir, d'être motivés, de développer leurs compétences. Et enfin, le dernier pilier, et pas le moindre, c'est que nous souhaitons vraiment contribuer activement au développement de cet écosystème européen industriel et académique de la batterie, avec un objectif ambitieux qui est d'ici 2025 d'avoir 70% de nos achats directs en Europe. Et pour cela, nous contribuons à la réindustrialisation, aussi bien en construisant nos sites sur des sites industriels existants et en leur permettant un second souffle, en faisant appel à de la main-d'œuvre locale déjà expérimentée, en formant des gens. Et puis, pour contribuer aussi à cet environnement académique de la batterie, il y a l'aspect formation dont on a déjà parlé, et l'aspect recherche, avec notre engagement de partager les connaissances scientifiques non couvertes par la propriété intellectuelle que nous aurons. Je te repasse la parole, Frédéric, pour la politique environnement. Donc, politique environnementale, un des piliers, c'est clair. Et là, quelques actions lourdes faites sur Billy-Berclau, avec déjà une réduction de 30% de notre consommation d'eau, malgré le doublement de notre potentiel. Nous installons aussi des panneaux photovoltaïques sur notre parking, des ombrières photovoltaïques. Sur le transport de marchandises, nous avons une étude en cours pour utiliser la voie fluviale. En ce qui concerne la faune et la flore, toutes les mesures de compensation sont en place. On avait travaillé ce sujet. Et puis sur les déchets du site et les recyclages, les appels d'offres sont en cours. On démarrait fin décembre. Donc, on a de nombreuses actions pour limiter notre impact
environnementale. Sur les achats responsables, je laisse Agnès reprendre la main. Oui, donc c'était une question très importante qui était revenue pendant la concertation. Pour garantir les engagements que nous avions présentés, nous avons formalisé nos exigences RSE dans une charte des achats responsables pour les fournisseurs directs, en complément de notre code éthique et de notre code anticorruption. Et donc, nous avons traduit cette charte en un questionnaire fournisseur. Donc, au moment des appels d'offres, les fournisseurs remplissent ce questionnaire. Ils prennent connaissance et ils signent la charte. Et ensuite, nous avons des comités d'achat qui se réunissent, qui bien sûr étudient les offres sur la qualité, la compétence technique, les coûts, mais aussi sur ces aspects RSE. Et pour vérifier que ces exigences sont bien respectées, nous avons contracté avec EcoVadis, entreprise française de référence au niveau international sur l'évaluation RSE des fournisseurs. Nous avons un contrat de 3 ans. Et donc, EcoVadis, en plus de former nos acheteurs, est en train et vient de finir la première évaluation RSE de nos fournisseurs et propose le cas échéant aux fournisseurs un plan d'amélioration lorsque c'est nécessaire et nous les accompagnons dans cette démarche. En parallèle, nous sommes en train de formaliser notre politique d'achat responsable au-delà de la charte et notre gros sujet cette année, ça va être la définition du programme de devoir de vigilance dans la chaîne d'approvisionnement dans la perspective de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation batterie au niveau européen et en nous basant sur les meilleurs standards, en particulier les lignes directrices de l'OCDE. Je te repasse la parole. Merci beaucoup, Agnès. Pour terminer, quelques mots sur le fait que nous continuons à souhaiter informer largement le public, ce faisant par le biais d'Internet notamment, puisque nous avons laissé ouvert le site de la concertation et donc qui permet à tout un chacun de questionner, faire des remarques. Sur le site internet d'ACC, de la même manière, vous pouvez y déposer des questions, des remarques, des souhaits d'être recrutés, pourquoi pas. Nous intervenons aussi dans les médias locaux avec un certain nombre de reportages que les gens des Hauts-de-France ont pu lire dans la Voix du Nord, des interventions auprès de France 3 et auprès de France Bleu Nord. Et puis enfin, sur le terrain, nous participons à un certain nombre de tables rondes, à des webinaires, dont celui d'aujourd'hui. Finalement, nous souhaitons participer à toute action de communication se faisant au niveau du territoire. Nous avons aussi de temps en temps un certain nombre de visites et en particulier en décembre, nous avons eu la visite du président de la région des Hauts-de-France, Monsieur Xavier Bertrand. Tout cela, et je conclurai par cela, vise encore une fois à montrer que nous sommes extrêmement fiers de notre projet. C'est un projet qui est difficile, mais c'est un projet qui est extrêmement ambitieux et qui apporte beaucoup de valeur, qui apporte de la valeur au territoire, qui apporte de la valeur à la France, qui apporte de la valeur aussi, je le pense sincèrement, en l'Europe, parce que, je le répète, il contribue à la protection de la planète en favorisant la mobilité électrique pour tous. Il permet une réindustrialisation de la France. Il permet de retrouver une souveraineté perdue. Tout cela fait que nous sommes effectivement extrêmement fiers de contribuer à ce projet, de vous en parler. Et nous serons évidemment prêts à répondre aux questions que vous pourriez avoir ultérieurement sur ce sujet. Merci à vous. Merci bien, Monsieur Yann Vincent, à vous et à votre équipe. Donc, moi je retiendrai 4 points donc, sur cette intervention. C'est donc un grand défi pour vous, et donc notamment un bloc de fabrication de 8 gigawatts-heure opérationnel dès cette année, avec la fabrication des batteries qui arriveront d'ici la fin de l'année. Une demande d'autorisation d'augmentation de capacité pour passer le site de 8 gigawatts à 32 gigawatts d'ici 2025. Une démarche RSE exemplaire, donc responsabilité sociétale et environnementale, et la perspective de création de 1100 emplois
d'ici 2025, et notamment donc, le besoin de se mobiliser autour de la formation. Et ça, nous y reviendrons un peu plus tard dans le webinaire. Alors, il y a des questions qui sont apparues dans l'onglet questions-réponses. Peut-être une première question, Jérôme, tu peux peut-être l'évoquer. Oui, bonjour à tous. Alors, il y a une question concernant votre stratégie sur l'approvisionnement en terres rares, donc, et notamment, entre parenthèses, la dépendance vis-à-vis de la Chine. Est-ce que quelqu'un peut apporter une réponse sur… Bien sûr, c'est un sujet qui est extrêmement important. Bon, d'abord, une petite correction physique. Il n'y a pas de terres rares dans les batteries, ce qui ne veut pas dire que les matériaux dont nous avons besoin soient en ressources infinies. Donc, il y a un sujet évidemment de disponibilité de ces ressources, mais au sens physique du terme, physico-chimique du terme, nous n'avons pas de terres rares. 3 matériaux sont particulièrement critiques, je dirais, pour le futur, le nickel, le lithium et le graphite. Sur ces 3 matériaux, finalement, nous avons une stratégie qui est en 2 axes. Premier axe que je qualifierais de court terme, il est de sécuriser directement auprès des mines qui exploitent ce type de matériaux les quantités dont nous aurons besoin dans le futur. Et nous faisons ces opérations de sécurisation soit directement ACC avec le fournisseur, c'est le cas pour le graphite, soit via notre fournisseur chimique qui est Umicore, soit par nos clients constructeurs que sont Stellantis et Mercedes. Vous avez sans doute aperçu un certain nombre d'annonces qui ont été faites récemment, Stellantis avec Vulcan en Allemagne, Mercedes avec Rocktech au Canada, et puis très récemment Stellantis avec Terrafame en Finlande. Donc voilà, c'est comme cela que nous sécurisons notre approvisionnement dans ces matières qui ne sont pas des terres rares, mais qui sont malgré tout en quantité limitée. Et puis le deuxième axe, c'est évidemment le recyclage. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment où le flux de batteries arrivant en fin d'usage va devenir significatif, ce qu'il n'est pas encore aujourd'hui, parce que, Dieu merci, nous produisons des batteries, pas pour durer 1 an, mais pour durer beaucoup plus de temps. Mais il arrivera un moment où le flux de retour de ces batteries sera important et où donc l'activité de recyclage constituera d'une certaine manière la nouvelle mine. Et donc nous travaillons, et cela a été signalé par Agnès Huguet précédemment, nous travaillons sur ce sujet, particulièrement dans ce que l'on appelle l'éco-conception, c'est-à-dire faire en sorte que la batterie soit conçue pour être facilement recyclable, avec des matériaux qui eux-mêmes sont recyclables. Nous visons à ce que plus de 95% des matériaux sur nos cellules puissent être récupérés ultérieurement. C'est fondamental c'est fondamental pour des raisons éthiques évidentes, mais c'est aussi fondamental pour des raisons de supply chain. Merci, Monsieur Vincent, donc, pour cette réponse. Il y a une question qui ne manquait pas d'être posée, vu ce qui s'est passé ce 16 janvier dernier donc, à Rouen, donc, notamment l'incendie de batterie chez Bolloré Logistique. Et donc, nous avons une question, effectivement, qui notamment demande si, effectivement, l'incendie sur le stockage de batteries par la société Bolloré à Rouen ne percute pas les mesures pour protéger vos stockages de batteries. Bien sûr. Alors, évidemment, sur ce sujet-là, nous nous sommes renseignés. Et donc, nous avons des informations partielles puisque l'enquête formelle n'a pas été engagée ou en tout cas n'est pas terminée. Ce que nous savons, c'est que les modules qui étaient stockés par l'entreprise Bolloré étaient effectivement des modules de batterie lithium-ion. Nous comprenons que le déclenchement de l'incendie a été le fait d'une cellule qui s'est emballée thermiquement
et qui, derrière cet emballement thermique, s'est propagé aux autres cellules. Nous comprenons que c'est survenu dans un entrepôt qui était dédié qui était un entrepôt de stockage non dédié à des cellules et des modules, simplement bénéficiant d'un sprinklage en toiture. Voilà ce que nous comprenons de la situation. C'est évidemment très parcellaire et nous attendons les résultats de l'enquête. Ayant dit cela, il est évident que pour nous, la question de la sécurité, à la fois de la batterie dans son usage automobile, c'est un produit qui peut être dangereux parce que l'électrolyte qui est dans la batterie est un produit très inflammable. Nous prenons toutes les mesures, toutes les précautions pour que cet incident n'arrive jamais à un client d'un véhicule automobile. Mais nous sommes aussi très soucieux de la protection dans les usines de fabrication, puisque à partir du moment où la cellule a été activée, ce risque existe. Et donc, un certain nombre de mesures ont d'ores et déjà été engagées dans l'usine pilote que l'on a à Nersac. Donc, ce que je vais vous dire est fait déjà et évidemment est intégré sur le site de Douvrin. Nous avons des murs coupe-feu et des enceintes qui sont closes avec des systèmes de détection. Donc, l'usine est parcellée. Nous avons des besoins en eau en cas d'incendie qui ont été calculés, qui ont été identifiés, qui sont localisés à Nersac et qui seront localisés bien évidemment à Bilibert-Clos-Douvrin. Nous avons des voies d'accès dédiées pour les services de secours et l'évacuation du personnel. Nous avons engagé, et encore une fois, ce que je vous dis là, c'est ce qui est fait concrètement à Nersac qui a démarré il y a maintenant plus d'un an. Nous avons engagé les formations des équipes et des pompiers qui sont présents sur le site. Nous avons des dispositifs de surveillance de l'atmosphère. Nous avons des formations de nos cadres à la gestion de crise. Et puis enfin, je rajouterai que nous avons des contrôles réguliers par les autorités compétentes de l'ensemble de ces mesures. Merci bien. Peut-être encore une question avant de continuer et de passer la parole à Frédéric Mondesgessery pour le compte de l'Adrial. Donc moi, j'ai une dernière question qui m'interpelle, notamment à un moment où on est confronté à une crise, on va dire, énergétique caractérisée par une forte augmentation de l'électricité. Comment, Monsieur Vincent, voyez-vous les conséquences de cette augmentation du prix de l'électricité sur la compétitivité de la voiture électrique et plus généralement sur la problématique de l'implantation des gigafactories de batteries? Alors, évidemment, la situation de tension sur les prix de l'énergie est une question qui nous préoccupe. Je dirais qu'elle est préoccupante à deux niveaux. Elle est préoccupante au niveau à trois niveaux même. Elle est préoccupante au niveau de l'utilisation par le client automobile, puisque l'électricité qu'il va utiliser pour faire fonctionner son véhicule électrique pourrait lui coûter significativement plus cher. Or, vous savez qu'un des enjeux qui se présente à l'industrie automobile, c'est de faire en sorte que le coût d'un véhicule électrique se rapproche le plus possible du coût d'un véhicule thermique, de manière à ce que la très grande majorité des citoyens puissent se mouvoir de la même manière qu'ils se meuvent aujourd'hui avec des énergies fossiles. Donc évidemment, le fait que cette électricité soit beaucoup plus chère rend l'équation encore plus difficile à satisfaire, met encore plus de pression sur la réduction des coûts, à la fois du côté du constructeur, à la fois du côté des fournisseurs de batteries. Le deuxième impact, il est plus directement pour nous-mêmes, fabricants de batteries, puisque nous sommes des très, très gros consommateurs d'énergie. Nous avons un besoin d'avoir de très, très gros besoins d'électricité propre. Et donc, c'est une discussion que nous avons engagée d'ores et déjà avec les pouvoirs publics français
mais aussi allemand, consistant à voir avec eux comment l'on peut sécuriser l'approvisionnement en énergie à des coûts qui soient des coûts significativement plus faibles qu'aujourd'hui. Je vais simplement vous dire que là où il y a quelques mois, l'énergie électrique pesait 5% du coût d'une cellule, aujourd'hui, avec les prix spot du marché, alors qui resteront probablement pas au niveau où elles sont aujourd'hui, mais on tourne autour de 20%. Donc, cela devient considérable. Et donc, c'est évidemment un sujet de préoccupation sur lequel, je le répète, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités publiques françaises. Le dernier point, c'est que, évidemment, cette crise énergétique conduit dans certains cas, certains pays à réutiliser des modes de production de l'énergie dont nous savons qu'ils sont nuisibles à la planète. Nous savons tous qu'un certain nombre de pays en Europe utilisent à nouveau de manière intensive de l'énergie carbonée, donc produite à partir du charbon, ce qui va évidemment dans un très mauvais sens. Je pense que de ce point de vue-là, nous avons beaucoup d'atouts en France pour pouvoir nous permettre d'avoir une énergie décarbonée. Continuons à renforcer ces atouts. Merci, Monsieur Vincent, donc, pour cette réponse. Bon, il y a encore un grand nombre de questions sur l'onglet questions-réponses de Zoom. Malheureusement, donc, nous avons déjà, on va dire, entamé significativement donc, le temps consacré normalement à la présentation d'ACC. Je proposerai que les réponses soient apportées par ACC, on va dire, à travers la panéliste, et elles seront, ces réponses-là, publiées sur notre site internet www.s3pi-artois.fr. Et je propose qu'on poursuive la suite de nos travaux. Et pour ce faire, je me tourne vers Frédéric Mandrzejewski, chef de l'unité départementale de la DREAL, qui va présenter, je pense succinctement, et ça nous permettra peut-être de rattraper un peu le temps, le dispositif administratif à l'appui de l'extension de capacité sollicitée par ACC. Frédéric, à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais plus me présenter puisque j'étais présenté en long, en large, en travers. Donc, je suis accompagné de Christine Gilles, qui effectivement est chargée de l'instruction de ce dossier phase 2. Alors, je ne vais pas revenir non plus sur tout ce qui vous a déjà été présenté par l'exploitant, mais je vais surtout apporter quelques éléments complémentaires d'éclairage, notamment sur la partie calendrier. Alors, comme pour le bloc 1, autorisé fin 2021 et actuellement en cours de construction, donc l'extension fait l'objet d'une demande d'autorisation environnementale qui a été déposée par ACC le 9 décembre dernier. Alors, deux faits marquants de cette extension. Donc, premièrement, effectivement, comme il vous a déjà été dit, le site passe d'un caractère à un statut Seveso seuil bas à un statut Seveso seuil haut, donc avec bien évidemment des obligations complémentaires qui s'imposent, qui sont effectivement versées au dossier, qui seront versées dans le cadre effectivement du mode de fonctionnement du site. Et puis aussi et surtout, ce dossier est double parce qu'en fait, il vise la densification du bloc 1, donc qui passe effectivement d'environ 8 gigawattheures à 16, et puis le deuxième bloc en extension qui effectivement fait passer le tout à 32 gigawattheures. Donc actuellement où on en est, donc le dossier a donc été posé, il est en cours d'instruction, il est en phase d'examen avec l'association des services, c'est le format que je vous ai présenté il y a maintenant quelques temps sur les conditions d'instruction d'une demande d'autorisation, avec effectivement l'association des services et de l'autorité environnementale. Donc les retours sont attendus courant février, voire tout début mars, avec bien évidemment des échanges qui se poursuivent entre l'exploitant, mais aussi la DREAL, le SDIS, l'ARS, sur les sujets qui ne sont pas encore en totalité finalisés. Et puis, bien évidemment, on reviendra dans ce cadre-là sur le retour d'expérience de l'accident récent du côté de Rouen, pour voir si effectivement des mesures complémentaires sont nécessaires à examiner et à regarder effectivement dans le cadre de ce projet. Donc voilà, donc pour conclure cette phase d'examen, donc on aura ensuite une recevabilité qui va s'enchaîner, recevabilité qui est attendue courant mars, avec certainement quelques demandes de compléments nécessaires
pour finaliser le projet et le dossier associé. Et puis certainement une réponse qui sera attendue de l'exploitant à l'autorité environnementale, hein, qui saura effectivement vous poser quelques questions pertinentes complémentaires. Donc voilà, donc après cette phase va s'enchaîner effectivement la phase d'enquête qui réglementairement est calibrée sur 3 mois, avec une enquête publique, hein, qui devrait se dérouler certainement à cheval entre avril et mai, pour au final une décision attendue juste après l'été, certainement courant septembre, avec effectivement une commission présentée en préfet et un arrêté d'autorisation. Moi, j'anticipe, hein, la suite, hein, mais à mon sens, effectivement, c'est vers une autorisation qu'on s'oriente, hein, attendue courant septembre. Alors, élément important quand même à insister, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les conditions de simplification de la loi permettent de ne pas percuter le calendrier proposé par l'exploitant tel qu'il vous a été présenté tout à l'heure, avec un début de construction qui pourrait démarrer en juillet, donc bien évidemment après l'enquête publique, mais un peu peut-être avant l'autorisation, mais ce qui est potentiellement possible, sous réserve qu'effectivement, il y ait une demande complémentaire qui soit formulée et jointe à l'enquête publique. Voilà, je pense que je ne vais pas m'étendre plus, hein. Ça permettra de rattraper un peu de temps, puis tout vous a été correctement et largement présenté par l'exploitant ACC. Bon, ben voilà. Merci Frédéric donc, pour cet exposé clair, rapide, concis, et donc qui montre que effectivement, donc l'administration est capable de faire vite. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions particulières, donc je me tourne vers Jérôme. D'accord, donc on va pouvoir poursuivre l'ordre du jour. Donc, on en arrive, on va dire, et comme on l'a vu à travers la présentation d'ACC, des besoins en personnel et en formation devraient se manifester de manière de plus en plus ardue dans les prochaines semaines, prochains mois et prochaines années. Et c'est pourquoi nous avons souhaité, même si ce n'est pas notre spécialité au niveau de S3PI, nous avons souhaité faire un focus sur le volet emploi-formation, et notamment ce qui est prévu, on va dire, par les différents acteurs compétents en la matière pour accompagner ACC dans ce domaine, et plus particulièrement pour accompagner la transition industrielle régionale autour de la mobilité électrique. Et c'est pourquoi d'abord, donc, on va aborder le volet emploi. Et pour cela, je vais passer la parole d'une part, donc ça va être une intervention à 2 voix. Donc je vais passer la parole d'une part à Pauline Toupé, qui est directrice adjointe au développement de l'emploi à la CABLR. Elle avait un titre plus long, mais je l'ai raccourci. Et Madame Stéphanie Canapel, directrice du pôle emploi de Neuilly-Mines. Mesdames, à vous la parole. Alors, bonjour à tous, hein, merci pour l'invitation à échanger sur ces enjeux que représentent les recrutements d'ACC. Alors, effectivement, l'emploi qui va être créé sur notre territoire, c'est forcément une chance, mais c'est aussi un défi, hein, on va le voir, à relever collectivement. Donc, juste en guise d'introduction, hein, quelques éléments de contexte et de présentation de notre territoire. Donc, notre territoire, c'est 26, donc c'est déjà 100 communes, 280 000 habitants, et 26% de l'activité salariée qui est concentrée sur l'industrie. Donc, le territoire recouvre 32 sites industriels internationaux, 165 entreprises industrielles avec un total de 12 000 employés, et puis un dynamisme qui est important, hein, sur ce tissu industriel. Donc, on cite souvent un tiers des lauréats régionaux du plan national de compétitivité France Relance, qui prouve aussi cette densité industrielle. Alors, un territoire qui se positionne aussi au cœur de la vallée de la mobilité électrique. Alors, je ne vais pas revenir sur l'implantation d'ACC, c'est le cœur du sujet. Renault Group, hein, qui possède aussi sur Béthune-Bruay l'un des 3 sites Renault Electricity, et qui s'associe avec Mint Group pour une nouvelle activité de fabrication de batteries. Et puis aussi des acteurs, hein, qui ont déjà pris le virage de la mobilité électrique. On dispose sur le territoire du CRITEM 2A et du CREPIM, qui sont 2 centres techniques spécialisés dans les technologies d'électromobilité, et un laboratoire de recherche, le SL2E, donc spécialisé sur les technologies électriques et électroniques. Donc voilà sur quelques éléments de présentation de notre territoire. Pour compléter, hein, puisque c'est aussi le cœur du sujet, une belle dynamique formation-emploi.
On a la chance sur le territoire d'avoir 6 lycées d'enseignement technique. On en ajoute 3 si on élargit au territoire de Lens-Liévin. Donc, je laisserai mes collègues de la région académique compléter, mais ça nous fait une vingtaine de formations qui s'étalent du niveau CAP au BTS. On a également le centre AFPI qui est implanté à Verquignol, là aussi avec une expertise autour de l'industrie, un campus universitaire, une faculté des sciences appliquées et un institut universitaire technologique où on retrouve là aussi des formations autour de l'électricité, un master électronique, énergie électrique et automatisme, ou encore une licence en sciences pour l'ingénieur génie électrique. Un centre des métiers et des qualifications industrie transition numérique qui a été créé. Donc, c'est un organisme qui recoupe des établissements d'enseignement secondaire et supérieur. Et l'objectif, c'est bien de faire le lien avec les entreprises autour d'un secteur d'activité d'enjeu, à la fois pour favoriser l'attractivité, l'adaptation des compétences et puis également l'insertion professionnelle des jeunes en parcours scolaire. Une école de production où là, on s'adresse plutôt à des jeunes décrocheurs scolaires qui vont apprendre en situation réelle et puis passer à un CAP conducteur d'installation de production. Je dirais à l'extrémité du niveau de formation, un projet d'école d'ingénieurs en électromobilité. Et puis aussi, je pense, un tissu de partenaires et d'acteurs de l'emploi qui ont l'habitude de travailler ensemble et de mener des actions collectives. Donc ça, je pense que ça peut être une force. Là, il faut justement les unir pour réussir les recrutements. Bonjour à toutes et tous. Je vais venir compléter cette présentation du territoire en vous donnant quelques éléments sur la demande d'emploi, donc les chiffres de Pôle emploi, et vous illustrer les fortes tensions qu'on connaît sur l'industrie sur le territoire. Alors, nos chiffres à fin septembre pour les 2 territoires du Béthunois et du Lens, donc les chiffres des 2 communautés de communes de la Cabalère et de la Cale, nous avions 3 886 demandeurs d'emploi inscrits sur des métiers de l'industrie, soit 8% de la demande totale, notre demande d'emploi totale. C'est une baisse de presque 20% sur une année. Sur ces 3 886 demandeurs d'emploi, seuls 7%, 1886, n'ont aucune activité déclarée, donc sont complètement disponibles. Pour faire un petit focus sur les métiers qui seront recherchés en volume par ACC, nous avons 575 demandeurs d'emploi inscrits sur un métier de conduite d'installation. Donc ça limite déjà beaucoup. 34% seulement avec un niveau minimum bac et 1 an d'expérience. Et sur les postes de techniciens de maintenance, nous tombons à 53 demandeurs d'emploi. Voilà la demande d'emploi. Et en face, le nombre d'offres que nous avons enregistrées, en vous précisant qu'une offre d'emploi, c'est un besoin qui a été exprimé. C'est peut-être une offre qui est enregistrée pour plusieurs postes à pourvoir. Donc, on ne parle pas là de postes à pourvoir, on parle d'un besoin qui a été exprimé. Donc, sur la même période, 2262 offres enregistrées sur le site de Pôle emploi, soit 23% du total d'offres enregistrées. Et là, on est sur une augmentation annuelle pour le Béthunois spécifiquement de 90%. Donc, on voit bien qu'on n'a pas du tout les mêmes évolutions entre la demande et l'offre d'emploi. Aujourd'hui, sur le site de Pôle emploi, quand on fait une recherche de poste en tant que conducteur d'installation sur un rayon de 30 km autour du site de Billy-Berclos, on peut trouver 354 offres diffusées. Et si on fait le même exercice sur les postes de technicien de maintenance, on trouve 1061 offres diffusées. Donc un secteur très concurrentiel étendu. Oui, alors, effectivement, il est important de préciser qu'une offre, ça peut être plusieurs emplois. Et donc, c'est important de bien le préciser. Ça veut dire que la tension est encore plus forte qu'on ne peut l'imaginer. Tout à fait, d'où l'enjeu. Alors, quelques mots maintenant sur notre cadre d'intervention. Donc, au niveau de la communauté d'agglomération, on s'inscrit à la fois dans une feuille de route emploi-formation voulue par nos élus et puis aussi dans l'axe RH, donc du programme territoire d'industrie. 3 objectifs, développer des plans d'action sectoriels en lien aux enjeux économiques du territoire. Forcément, l'industrie en fait partie.
connaître et accompagner les enjeux RH des entreprises et favoriser le rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi. Au niveau des leviers d'action, le principal levier d'action et là où on doit concentrer notre énergie, c'est vraiment de travailler à l'attractivité des métiers. Donc, sur l'industrie, par exemple, il faut faire connaître ces métiers, les parcours possibles, les évolutions, les carrières, et ce, à toutes les cibles, c'est-à-dire à la fois aux conseillers emploi qui vont être le relais direct de ces informations, aux jeunes scolarisés et aussi au public demandeur d'emploi. Donc, ça se traduit par des visites d'entreprise, par des temps forts menés collectivement sur le territoire. Il s'agit aussi d'accompagner les recrutements et la stratégie RH. Donc là aussi, si on cite quelques exemples, on a organisé sur la thématique de l'industrie des job dating inter-entreprises sur la fin de l'année. On mène aussi, nous, des actions d'accompagnement aux ressources humaines des entreprises, donc accompagnement individuel avec des interventions qui peuvent être assez variées, que ce soit sur la politique de formation, d'intégration au poste de travail, la marque employeur. Et puis enfin, faire connaître et ajuster l'offre de formation. Donc là aussi, on travaille sur des visites de plateaux techniques, sur des after-work thématiques ou encore sur le déploiement de nouveaux outils, comme ça a été le cas sur l'école de production. Sur la mobilisation de Pôle emploi, l'enjeu pour nous est de transformer, vous l'avez compris, la main-d'œuvre et les compétences qui existent au profit des besoins du territoire. Je tiens à préciser, je représente aujourd'hui l'ensemble des pôles emploi qui peuvent intervenir sur les recrutements ACC. Neulémine n'est pas seule. Nous avons toutes les agences du bassin du Béthunois, toutes les agences du bassin lensois, mais aussi toutes les agences limitrophes qui pourront nous aider à aller chercher les bonnes compétences et les mettre en face des besoins de recrutement. Alors, cet enjeu de transformer la main-d'œuvre, elle va déterminer notre stratégie d'intervention autour de 3 grands axes. Donc, dans un premier temps, sensibiliser. Il s'agit là d'informer sur les opportunités, de faire connaître les métiers de l'industrie, des métiers qui ont évolué, qui va nous permettre aussi de lever des a priori, des mauvaises images encore dont peuvent souffrir l'industrie aujourd'hui, et faire connaître surtout les opportunités locales et susciter l'intérêt, j'ai même envie de vous dire, susciter des vocations industrielles. Il est important ici qu'on s'assure que tous nos demandeurs d'emploi qui possèdent des compétences transférables sur le secteur et particulièrement du recrutement ACC aient bien connaissance du projet, de l'entreprise et des opportunités d'emploi. Ce qui va nous permettre d'aller sur le deuxième axe de développement de compétences. Il va nous falloir identifier les besoins d'adaptation et de formation de nos demandeurs d'emploi pour pouvoir construire les parcours. Adaptation en interne à l'entreprise, adaptation par des prestations ou formation construite avec nos partenaires sur le programme régional de formation, on en parlera tout à l'heure. Et puis enfin, accompagner l'entreprise au recrutement, évidemment aider l'entreprise à construire une ingénierie de recrutement de la définition des postes, la définition des prérequis jusqu'à l'intégration, mobiliser si besoin, les aides et mesures disponibles, tant pour l'entreprise que pour les demandeurs d'emploi. On pourra parler ici, par exemple, d'aide à la mobilité, d'aide à la reprise d'emploi pour des demandeurs d'emploi qui seraient éloignés de leur lieu de travail. Alors, donc, maintenant, où nous en sommes très concrètement de ce travail avec ACC sur les recrutements. Donc, la volonté, c'est vraiment d'être assemblé de l'écosystème du territoire. Donc, on a travaillé à la mise en place d'un groupe appui RH inter-territoire. Donc, on retrouve en effet les 2 communautés d'agglomération, donc la nôtre et celle de Lens-Liévin, les agences Pôle emploi de Neulémine et effectivement de Lens, et puis les collègues de la Maison de l'Emploi aussi de Lens-Liévin. L'idée, c'est vraiment de fluidifier les échanges, de se coordonner et puis au fur et à mesure de mesurer les avancées. Il s'agit vraiment pour nous d'être appui à la déploiement de la stratégie de recrutement d'ACC, d'agir en mode task force, de gagner en efficacité, en lisibilité, que ce soit sur les recrutements directs, les enjeux de formation et la relation école-entreprise. Il s'agit également de faire en sorte que les emplois créés bénéficient aux demandeurs d'emploi et sortant de formation du territoire. Et puis, la deuxième étape, c'était vraiment l'appropriation du besoin et des profils recherchés,
puisqu'au regard, on l'a dit, de la tension sur le secteur, c'est important de bien cerner cette demande pour attirer les candidats, avoir connaissance des modalités de conditions de recrutement, du processus de formation, de l'intégration au poste. Et puis, on l'a vu, en fait, on va être sur un recrutement qui va s'étaler sur plusieurs années. Et donc, l'objectif, c'est bien de se mettre en ordre de marche pour répondre dans l'immédiat, mais aussi se projeter à N+2 et à N+3 pour sensibiliser au métier, aux opportunités, construire des parcours de formation adaptés et puis aussi préparer au fil du temps les jeunes diplômés et puis les demandeurs d'emploi. Ensuite, il s'agira de mettre en visibilité les opportunités d'ACC, donc dans un premier temps, effectivement, la diffusion de l'offre, ce qui est déjà en cours, hein, une offre de conducteur d'installation et une offre de technicien de maintenance. C'est aussi présenter donc, lors d'une réunion à tous les partenaires de l'emploi ces opportunités, présenter le projet de parcours de formation et de recrutement pour pouvoir mettre tous ensemble toutes les forces et pour aller chercher nos candidats et développer les compétences. Et puis, on va installer les mardis ACC, donc une régularité pour aller au plus proche des territoires. Donc, des mardis ACC qui seront itinérants sur les territoires de Lens et de Béthune pour présenter ces opportunités-là. Donc, des réunions d'information qui seront suivies d'opérations de recrutement. Et là, on participe directement à l'attractivité de l'entreprise qu'on va mobiliser d'ailleurs sur ces mardis et ces réunions d'information. Il s'agit là pour ACC de partager le projet, de partager les valeurs d'entreprise et de s'engager en termes d'emploi pour aider les candidats à se projeter et évidemment susciter un maximum d'intérêt. On parle ici de projet de vie au final et en volume. Et puis enfin, on a initié effectivement la relation école-entreprise et le déploiement des outils de formation continue. Donc là, je vais laisser la parole à mes collègues de la région et de la région académique pour vous en dire davantage. Ben, écoutez, merci, mesdames. On voit que vous êtes très mobilisées sur les problèmes d'emploi, hein. Je note notamment que vous avez bien identifié effectivement de fortes tensions sur on va dire, les emplois de postes de techniciens de maintenance et de conducteurs d'installation, qui constituent, on va dire, un gros problème dans le secteur, et que pour répondre effectivement à ces tensions, vous mettez en place des éléments de réponse, des plans d'action qui comprennent notamment des actions sur l'attractivité des métiers, l'accompagnement des recrutements et la formation. Et de ce point de vue-là, effectivement, donc, je vais laisser la parole donc aux intervenants, notamment à Jalil El Kabli, conseiller à la direction de la formation professionnelle de la région, et à Jean-Michel Caron et Joël Pavageau de la région académique. Messieurs, à vous de jouer. Bonjour à tous. Peut-être rappeler globalement, donc Jalil El Kabli, conseiller technique auprès de Thibaut Doué à la région, rappeler que sur ce projet ACC, notre ambition est effectivement de travailler dans un mode projet extrêmement simple et pragmatique. Et donc, il a fallu effectivement, comme on le fait d'ailleurs pour d'autres industriels, appliquer la méthodologie. Première étape de cette méthodologie, c'est déjà le diagnostic. La question diagnostic, c'est effectivement, comme on l'avait précisé tout à l'heure, il nous fallait impérativement, pour pouvoir fonctionner, avoir une projection des besoins de recrutement d'ACC à court, moyen et long terme. Et je remercie M. Publisky d'avoir fait le nécessaire pour qu'on puisse avoir cette projection et de fait d'identifier sur l'offre de formation existante si elle était effectivement présente, si elle était suffisante et si elle était effectivement adaptée. Sur la base de ce diagnostic, on a effectivement identifié un plan d'action extrêmement opérationnel. L'objectif, vous l'avez bien compris, on l'a rappelé à plusieurs reprises dans les interventions, c'est la question de l'attractivité. Notre préoccupation majeure au niveau régional, ce n'est pas tant effectivement le fait d'enclencher des formations, on n'a jamais eu autant de moyens financiers pour la formation, c'est bien de trouver des gens. Donc, effectivement, un sujet attractivité. Deuxième sujet qui nous importe, et puis effectivement, c'est un élément extrêmement important, et on le voit bien quand on travaille avec les industriels, c'est la question de l'engagement des entreprises, à effectivement donner une certaine lisibilité sur leurs besoins et aussi d'identifier les leviers d'attractivité qui fait qu'à un moment donné, il y a l'élément déclencheur pour que le jeune ou le moins jeune puisse s'inscrire dans un parcours de formation et que derrière, ça aboutisse vers un emploi. Et dernier élément, c'est la question de la formation. C'est un élément extrêmement important. On l'a rappelé à plusieurs reprises.
c'est de faire en sorte effectivement qu'on soit sur des formations, globalement, on voit bien que ce soit sur la conduite de ligne ou de la technicien de maintenance, c'est des formations qui existent dans l'offre de formation. Il est nécessaire qu'elles soient colorées au métier de la batterie. Et la dernière étape qui est aussi essentielle, on est en plein dedans, c'est le déploiement du plan d'action, c'est-à-dire faire en sorte à un moment donné qu'on puisse programmer et adapter les formations, qu'on puisse, et ça a été rappelé par nos collègues de Pôle emploi et de l'agglomération, c'est effectivement mettre en place des réunions d'information collective quasi quotidiennes pour faire en sorte de trouver des gens. Et évidemment, on a besoin de la présence de l'entreprise dans ces réunions d'information collective parce que le message est extrêmement fort. Quand c'est quelqu'un pour l'emploi de la région qui parle de ces métiers, évidemment, ça n'a pas le même impact que quand c'est un dirigeant d'entreprise ou un DRH. Ça, on l'a pu le constater, c'était une évidence, mais c'est important de le rappeler. Dernier élément, c'est que dans ce type de projet, et on le voit bien, il faut un mode de pilotage qui soit très simple, qui soit effectivement resserré, pas trop de partenaires autour de table pour gagner en efficacité. Rappeler globalement, mais je vais le faire de manière extrêmement rapide, mais ça a été rappelé tout à l'heure par M. Yann Vincent, c'est effectivement l'engagement du président de région à faire en sorte que sur toute la région de France, on puisse avoir l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière batterie. Rappeler également l'engagement de la région à faire en sorte qu'on puisse trouver les femmes et les hommes pour répondre aux différents besoins et qu'on soit en capacité d'arriver au niveau de productivité qui est attendu. Et évidemment, la région, un seul chiffre peut-être pour rappel, la région, c'est 80 millions d'euros. Et là, je ne vous parle pas de la rémunération des stagiaires, hein, ça se prend hors rémunération des stagiaires qui est programmée en 2023 dans le cadre de ce qu'on appelle le programme régional de formation. Ça va nous permettre très concrètement de former 6 600 personnes, à la fois dans l'industrie, mais plus particulièrement sur l'électromobilité. On voit que c'est un investissement extrêmement important. Et juste pour vous donner un chiffre, 70% d'augmentation par rapport à l'année 2022. Et on voit bien que ça va monter en puissance et que la région s'est vraiment fortement mobilisée sur ce sujet. Un autre élément, ça a été aussi rappelé par M. Pribilski, c'est aussi tout le travail qui a été mené sur cette AMI. Cette AMI, qu'on appelle aujourd'hui projet Electromob, c'est bien l'initiative de la région et en particulier de nos élus Frédéric Mock, Philippe Beauchamp et Laurent Rigaud, qu'on a souhaité qu'il y ait une action coordonnée sur l'emploi et la formation des différentes Gigafactories. On remercie l'ensemble des Gigafactories d'avoir vraiment joué le jeu. Ce travail a débuté en mars. Il a effectivement abouti à un dépôt de dossier en juillet et on a obtenu, et on peut s'en satisfaire au niveau régional, d'avoir eu une décision favorable de l'État et du SGP en particulier pour un montant de 14,2 millions d'euros sur un budget global. C'est un projet qui pèse 25 millions d'euros. Donc, c'est extrêmement important. C'est important de le rappeler qu'en région de France aussi, on est en capacité de pouvoir travailler ensemble et ça a été rappelé à plusieurs reprises. Le déploiement se fait actuellement et a débuté en janvier. Concernant la région, on a ciblé, en dehors des 80 millions d'euros qu'on va mettre sur la partie formation, on a voulu aussi, le président de région a souhaité mettre sur la table 2,5 millions d'euros en ciblant trois piliers. Le premier pilier, c'est évidemment la question de l'attractivité et de la communication. Donc, on va mettre effectivement des moyens financiers sur le sujet, sur le projet Electromob, mais également, et ça a été rappelé, le soutien financier au premier plateau technique qui sera non loin du site d'ACC. Ça a été rappelé tout à l'heure par M. Pribilski et la région est au rendez-vous. Peut-être rappeler pour ceux qui ne le savent pas, le projet Electromob qui est porté à l'échelle régionale. Il comporte évidemment la question de l'attractivité. Il nous faut évidemment attirer des jeunes, des étudiants, des moins jeunes, des hommes et des femmes, parce que bon, sur la partie féminisation, je pense qu'il y a des gros efforts à faire côté formation et côté entreprise pour qu'on puisse avoir plus de femmes mobilisées sur ces métiers, aussi des personnes en reconversion. Donc, il s'agit là d'aller chercher la formation initiale, et je remercie nos collègues d'être présents aujourd'hui, et aussi la formation continue. Il y a un élément extrêmement important, c'est l'excellence industrielle, c'est-à-dire que la formation, elle doit nous amener vers cette excellence industrielle. C'est un des enjeux du projet Electromob pour permettre le démarrage effectif des Gigafactories. 2 axes prioritaires dans ce projet: attirer et former. Sur le consortium, c'est 40 partenaires qui sont mobilisés. Et l'objectif à terme, c'est effectivement d'avoir plus de 13 000 apprenants à former sur ce projet. Peut-être dernier élément qui concerne plus particulièrement pour illustrer un peu le propos. Très concrètement pour ACC, au premier semestre 2023, on va débuter effectivement, on a déjà planifié des sessions de formation qui vont débuter en mars prochain, enfin on l'espère, sur un titre professionnel de technicien de maintenance industrielle et également un titre professionnel de conducteur d'installation de machines automatisées. On devrait arriver globalement
à 48 personnes formées. C'est extrêmement important. Et je rappelle également que sur le projet électromobilité, il y a 5 plateaux techniques de formation qui sont à proximité des usines, parce qu'on a beaucoup milité pour que les plateaux techniques de formation soient à proximité des usines, à moins de 15 km, et c'est effectivement un des enjeux importants. On arriverait globalement avec ces plateaux techniques, mais là, à l'échelle régionale, pour l'ensemble de l'écosystème, à pouvoir former 225 groupes. Donc, on voit que c'est un investissement extrêmement important et qu'il s'agit de l'État et de la région, on est vraiment alignés pour faire en sorte que qu'on soit au rendez-vous de ces enjeux. Je laisse du coup la parole à mon collègue, c'est ça? Merci Jean-Marie et merci de votre invitation, mesdames, messieurs. Effectivement, l'éducation nationale, en l'occurrence la région académique des Hauts-de-France, qui pour mémoire est composée des académies de Lille et d'Amiens. Alors, nous avons souhaité vous faire un rapide panorama de la formation, particulièrement dans le bassin où est implanté ACC, que nous appelons le bassin d'éducation Lens-Hénin-Liévin, avec la présence de 15 établissements publics, un établissement privé, donc une présence très forte, qui est due à l'histoire de cette région, du bassin minier, où en d'autres temps, d'autres industriels, pour d'autres activités économiques, avaient eu eux aussi besoin de rechercher des compétences et des montées en compétences. Notre lycée prépare ces formations industrielles réparties sur l'ensemble du bassin. C'est important parce que vous connaissez tous les difficultés de mobilité de nos jeunes, donc cette présence sur tout le territoire est intéressante. Également, les 3 voies de formation. Vous savez que la formation initiale se compose de la formation en voie scolaire, la formation en apprentissage, et puis vous avez à côté la formation continue. Ces 3 voies sont présentes sur le territoire et il ne faut pas non plus oublier ce qu'on appelle la validation des acquis d'expérience, dont nous assurons en partie la réalisation. Et surtout, ces 3 voies de formation nous permettent de mieux gérer une temporalité qui est parfois complexe à comprendre. Nous nous inscrivons à la fois sur le court et le moyen terme. Quelques chiffres alors qui ne se veulent pas être forcément répondre à une exhaustivité, hein, mais pour donner les quelques métiers qui peuvent être particulièrement recherchés par ACC et d'autres gigafactories, mais aussi parce que ce sont des métiers que l'on nomme en tension, et tout cela a été déjà largement développé, des métiers très insérants et pour lesquels nous avons du mal à recruter des jeunes. Donc, très succinctement, depuis une réforme récente, les jeunes en seconde sont réunis en famille de métiers, c'est-à-dire qu'ils découvrent plusieurs métiers d'une même sphère et se répartissent ensuite en première dans des spécialités de bac professionnel, dont le fameux pilote de ligne de production qui est évoqué depuis tout à l'heure. Au niveau du BTS aussi, ils sont assez bien implantés sur ce bassin d'éducation. Dernière slide qui vous donne une idée des élèves sortants potentiellement diplômés et qualifiés à la session de juin-juillet 2024. Alors, si ces chiffres peuvent paraître assez intéressants de façon brute, il faut quand même avoir en tête que ces formations, en dépit de tous les efforts qui sont faits par tous les partenaires, on ne recrute qu'à 75% à peu près de leur capacité d'accueil. C'est un point qui rejoint une fois de plus le problème de l'attractivité. Donc, comme le temps est très contraint, 3 points peut-être à retenir, si vous me le permettez. L'État et la région sont co-responsables de l'évolution de la carte des formations en voie professionnelle scolaire, c'est-à-dire les lycéens et les lycéennes. Elle s'appuie, cette évolution, sur une lettre de cadrage dans laquelle nous avons placé cette année les filières industrielles comme étant des priorités de notre action. Depuis plusieurs rentrées, nous maintenons des filières industrielles, même quand les effectifs sont faibles, même quand nous sommes en difficulté, parce que nous savons qu'elles sont à la fois utiles à nos jeunes et au monde de l'entreprise. L'attractivité, pardonnez-moi, je le répète encore une fois, en dépit des actions menées par exemple, la cellule école-entreprise de notre délégation, avec le cluster de la Convention du monde économique, notre présence dans l'ESPEL aux côtés de nos partenaires de l'État et de la région, nous avons toujours des difficultés à attirer ces jeunes dans ces formations industrielles. Alors, on parle beaucoup dans notre jargon des représentations des métiers chez nos jeunes. Pauline a raison, il faut les casser, il faut les travailler, mais il faut aussi savoir que
parmi les parents de nos jeunes, beaucoup aussi vivent sur des représentations du passé. Et comme ça a été aussi évoqué, l'industrie, malheureusement, est victime d'une image assez ancienne qui n'a plus rien à voir avec la réalité actuelle. Troisième et dernier point, je rejoins ce qui a été dit sur les AMI auxquels nous participons, bien évidemment. Et je tiens à insister sur le fait que ces 3 voies de formation que j'évoquais sont complémentaires, que nous sommes mobilisés, que ce soit sur la voie scolaire, sur l'apprentissage ou la formation continue, pour répondre à ces enjeux économiques et à ces mutations, et que cette complémentarité va vous être illustrée par mon collègue. Merci Jean-Michel. Effectivement, simplement quelques éléments d'illustration, puisque, comme ça a été évoqué par Jalil El-Kabli, nous sommes partie prenante de l'AMI Electromob qui va accompagner cette implantation, avec donc une approche déjà sur mesure qui est proposée dans les différentes actions que nous allons mettre en place, avec effectivement la notion de contenu qu'on va adapter et qu'on va dédier aux formations et aux besoins techniques qui sont identifiés dans le repérage. La notion des plateaux techniques, on l'a évoqué tout à l'heure, avec quelque chose à retenir, c'est ce maillage de proximité, et puis une agilité avec des plateaux qui seront mobiles et qui seront en capacité d'être au plus près des besoins de formation qu'on va repérer. Bien sûr, une augmentation en termes de volume, hein, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit et nous y participerons bien entendu. Et puis aussi une approche, ça c'est important de le retenir aussi, une approche par compétences, avec la possibilité aussi que nous avons désormais de pouvoir effectuer une coloration des diplômes adaptés particulièrement aux besoins spécifiques d'un territoire. Donc ça, c'est vraiment aussi un élément important. Et puis, bien entendu, avec des aspects pédagogiques innovants, tant par des jumeaux numériques que de la réalité augmentée qui sera intégrée, bien sûr, aux formations. Et puis, sur la partie, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des diplômes et des aspects formation présents sur le territoire. Ce qui est intéressant, c'est de relever qu'en termes de maillage, ça a été évoqué, il y a plus de 25 formations qui sont à moins de 30 km du lieu d'implantation et qui montrent bien cette approche de proximité que nous sommes en capacité de proposer. Et puis voilà, pour terminer sur le volet attractivité, on est longuement revenu dans les échanges précédents. La notion d'agilité par un container contenant une ligne de production qu'on pourra déplacer au fur et à mesure, bien sûr, des besoins. On l'a entendu également, l'intervention de l'entreprise dans la présentation des métiers et des besoins. On sait que c'est ce qui retient l'attention et ce qui permet d'attirer aussi vers ces métiers. Et puis, la notion pour les individus aussi, de pouvoir valoriser leur expérience, leur acquis de formation au travers de badges de compétences et d'éléments de certification. Et enfin, les questions de salon de l'électromobilité, sur effectivement la présentation des différents métiers et le travail sur la représentation. Donc moi, je terminerai simplement avec ces 2 points à retenir. Notre capacité à être présent dans ce projet avec une approche par compétences, une approche sur mesure, tant au niveau des plateaux, ces proximités d'implantation, que sur les contenus de formation. Voilà, donc l'éducation nationale sera bien sûr au rendez-vous en tant que partenaire agile avec ces 3 voies de formation pour relever le défi emploi-formation. Merci à vous. Merci bien, messieurs. Bon, moi, je retiendrai donc à travers votre intervention sur la formation 3 points. Donc, déjà des moyens importants. Donc, j'ai noté notamment l'investissement de 80 millions d'euros mis en place par la région pour former 6600 personnes dans l'industrie et l'électromobilité. Je noterai aussi le projet Electromob, donc pour accompagner les 3 gigafactories en cours d'implantation. Et enfin, je note avec plaisir la mobilisation de l'éducation nationale qui finalement va s'inscrire dans la durée pour former, on va dire, nos futurs opérateurs de demain. Voilà, donc j'ai une question d'ailleurs qui a été mise dans l'onglet questions-réponses, qui s'adresse plutôt aux industriels et qui a tendance à demander, à suggérer aux industriels d'ouvrir plus leurs portes parce qu'apparemment, il serait difficile pour les élèves peut-être d'aller dans les usines, d'aller au contact finalement de la vraie vie, si je puis me permettre de parler ainsi, bien que la vie, c'est tout, mais c'est aussi la vie industrielle. Peut-être, Monsieur Vincent, une réponse?
Écoutez, il y a aucune opposition de principe de ma part. Bon, simplement, l'usine, elle n'existe pas. Donc, je dirais que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à montrer, mais il est évident que lorsqu'elle existera, nous organiserons des visites de celle-ci, alors qui ne seront pas des visites dans tous les lieux, puisque en fait, vous savez on aura notamment des salles sèches dans lesquelles il est exclu d'aller de manière nombreuse, mais qui permettront effectivement à tout un chacun de voir de voir de plus près ce qu'est la réalité industrielle. J'ajouterais que l'action qui est envisagée de finalement avoir un container avec une ligne de production me paraît être une excellente idée pour non pas déplacer les élèves, les candidats futurs dans l'usine, mais déplacer l'usine vers ses futurs candidats. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Très bien. Et peut-être aussi, pourquoi pas, faire en sorte que les industriels aillent dans les écoles également, peut-être. Ça, on le fait déjà, hein, ça c'est clair, même si on n'a pas de physique à montrer. Moi, je voulais rajouter aussi que nous avons eu de nombreuses personnes des Hauts-de-France qui sont allées visiter Nersac. Hein, je peux parler du CISIAV, par exemple. Et bien sûr, dès que notre usine sera ouverte, on aura des visites possibles. Le seul petit bémol, c'est que nous ne l'ouvrirons pas aux mineurs pour des raisons de sécurité. Merci beaucoup. Bon, il me reste vous féliciter tous puisque nous sommes dans les temps. Voilà, c'est parfait. On a 5 minutes à peine de retard. Je vous propose peut-être un petit mot de conclusion, Yann Vincent, après monsieur le sous-préfet. Je serai bref pour ne pas faire perdre du temps du coup. Notre projet est en marche. Notre projet est en marche. Nous ne sommes plus du tout sur du PowerPoint. Nous sommes sur de la réalisation physique, concrète des choses. Nous rentrons des personnes. Vous avez vu les chiffres. Nous sommes d'ores et déjà plus de 100 personnes à Billy-Berclau-Douvrin. Nous recruterons environ 300 personnes cette année. Nous livrerons notre premier client à la fin de cette année pour monter les batteries sur des véhicules destinés à particuliers. Donc, c'est un projet qui se déroule conformément à ce qui avait été prévu. Je veux remercier ici les différents acteurs qui contribuent à ce que ce projet se passe correctement, à la fois dans leur diligence sur les aspects administratifs de ces dossiers, à la fois dans leur contribution à la formation, à la fois dans la contribution au recrutement. La conviction que j'ai, c'est que ce sujet du recrutement peut devenir un sujet très important parce que les emplois que nous recherchons sont des emplois extrêmement qualifiés. Ce sont des technologies ultra modernes que nous utilisons. Ce n'est pas la vieille industrie à papa que nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de construire l'usine du futur et donc des machines très complexes, de très haut niveau technologique où nous avons besoin d'avoir des gens de très grandes compétences. Et donc, tous les supports qui pourront être apportés en la matière seront précieux. Je terminerai en disant que, au-delà de produire des batteries, ce qui est une chose qui est au cœur de notre mission, nous tenons particulièrement à la dimension de responsabilité sociale et environnementale. Nous y tenons dans ces dimensions environnementales tout court, veiller à ce que les ressources utilisées soient les plus faibles possibles, veiller à ce que les rejets soient les plus faibles possibles, veiller à ce que nous recyclions des matières qui auraient pu être rebutées. Mais nous considérons aussi que nous avons un rôle important à jouer dans la création, ou en tout cas dans la favorisation du renforcement d'un écosystème. Et c'est à ce titre-là que, d'ores et déjà, nous avons contracté avec certaines entreprises de la région pour des fournitures, soit de services, soit de quelques pièces. Et puis enfin, que nous attachions une importance toute particulière, et ce qui me permet d'insister dans cette conclusion, parce que j'ai vu beaucoup de questions sur l'approvisionnement, sur le fait que même si ce n'est pas ACC qui va acheter directement aux mines productrices de nickel, de cobalt, de lithium, en revanche,
nous assurons nos clients constructeurs de la qualité de cette supply chain depuis la mine jusque chez nous, au travers d'audits, au travers de vérifications diverses et variées, pour que nous puissions certifier que finalement nous nous approvisionnons de manière responsable auprès de l'ensemble de notre chaîne de valeur. Voilà, merci donc pour votre attention. Très bien, merci de me donner la parole. 3 choses assez simples. D'abord, c'est un projet d'innovation industrielle exceptionnel. C'est bien que notre pays sache faire ça. C'est rassurant. Beaucoup de, pour reprendre l'expression anglaise, de French bashing. Voilà, les Français sont parfois un petit peu pessimistes. Voilà. Alors, on est quand même en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel sur notre territoire. Deuxième chose, ça nécessite une mobilisation générale. Alors, bien sûr, les industriels eux-mêmes, en premier, voilà, c'est leur intérêt, mais aussi les collectivités territoriales. On a rappelé le rôle de la région, le rôle de l'agglomération de Béthune et la CAL aussi. Les administrations se sont mis aussi au diapason, l'éducation nationale, l'ADREAL. Voilà, donc on ne peut pas réussir tout seul un tel défi. Et puis finalement, voilà, on a quand même une grande chance sur ce territoire d'avoir ce projet, mais d'en avoir aussi 2 autres, 3 dans une région, quand même pas mal. Je pense que les autres régions de France nous regardent probablement avec envie aujourd'hui. On parle souvent de transition. Alors, transition, ça donne le sentiment que ça va durer des siècles et que ce sera pénible, ce sera poussif. Voilà, je crois que là, on est plutôt sur une sur le cœur de la transition écologique, industrielle et professionnelle, avec la construction de cette usine du futur. On est en train de la voir pousser, mais physiquement. Et voilà, c'est plus, enfin, en tout cas, l'usine du futur, monsieur le directeur général, comme vous nous l'annoncez, c'est l'usine de maintenant, en 2023. Voilà ce que je souhaitais dire en conclusion. Merci bien. Écoutez, moi, il me reste à vous remercier tous, notamment les participants, les intervenants, les différents exposés donc des participants seront publiés sur notre site internet www.s3pi-artois.fr. Les questions seront également mises sur notre site internet. Le replay sera rapidement disponible sur notre chaîne YouTube S3Pi-Artois. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera plaisir. Et comme ça nous a fait plaisir d'organiser cet événement. Il me reste à vous dire merci encore et au revoir. Excellent week-end à vous tous. Au revoir. ACC Automotive Cells Company, also known as the Airbus of batteries, is set to be the European automotive battery leader. The company was created 2 years ago through the association of 2 major companies with highly complementary skills and experiences. Saft, a subsidiary of Total Energies who bring their 100 years of expertise in advanced battery technology solutions and their research and development and industrialization know-how, and Stellantis, a multinational automotive company distributing the Citroën, Maserati, Fiat, Peugeot, Chrysler, and Opel brands who contribute their knowledge of the automotive market and experience in mass production. The arrival this year of the German luxury and commercial automotive manufacturer Mercedes-Benz as an equity stakeholder has confirmed ACC in its ambition. The company benefits from solid support from both the French and German governments and the European and local authorities. ACC is part of the IPCEI project, Important Project of Common European Interest on Batteries, a transnational project that aims to contribute to the growth, employment and competitiveness of Europe via the sharing of knowledge, expertise, financial resources and economic stakeholders. In total, ACC has raised 3.2 billion euros in grants, ensuring a solid foundation for growth. ACC develops and industrializes the next generation of sustainable, affordable, high-capacity, longer-life batteries as a cleaner energy source for transport for Europe, a market in which Asia has the upper hand. The enterprise has recorded impressive growth since its creation. With a workforce of 700 people and a capacity of 26 gigawatt-hour per year already secured with its first clients, ACC has become in just 2 years the fastest-growing company in the automotive sector.
Automotive Cells Company is already manufacturing its first prototypes in its brand new R&D center, which was inaugurated in September 2021 in Bruges, near Bordeaux, in the southwest of France. ACC's Expertise Center boasts 2,300 square meters of laboratories and 1,300 square meters of testing labs at the cutting edge of new technologies, an 11,000 square meters protoline, and bright and spacious modern office space for the employees. A pilot plant in Nersac, near Cognac, has been built and production of the first cells and modules started in March 2022. The building of ACC's first gigafactory started in January 2022 in the Hauts-de-France, a region known as the Silicon Valley of batteries. Operations will start in 2023. A second gigafactory will be built in Kaiserslautern, Germany, to start operations in 2024. A third one is planned to be built in Termoli in Italy. And that's only the beginning. In total, ACC has announced a production capacity of minimum 120 gigawatt-hour by 2030, a figure that has already doubled since Mercedes joined the project. ACC moves fast, but to make it happen, they need talent, a lot of talent. Les S3PI ont été créés à partir des années 70 pour répondre à des préoccupations locales et faciliter le partage d'informations sur l'environnement, la pollution et les risques industriels. Au nombre de 15, ils permettent de capitaliser les expériences, mutualiser les savoirs, favoriser l'échange et le dialogue entre les parties prenantes. Leur mission première consiste à prévenir, anticiper et mener en toute transparence des opérations d'information, de concertation et d'accompagnement. Mobilisés pour la prévention des risques et mobilisables en post-accident industriel majeur, les S3PI œuvrent aussi dans d'autres domaines comme la prévention des pollutions et des nuisances. Il permet d'identifier les points de blocage, confronter les points de vue afin de co-construire des solutions pour réduire l'impact environnemental de l'activité humaine. Lieu d'échange dans un climat de confiance, il facilite l'accès pour tous aux connaissances techniques et scientifiques qui fondent leurs réflexions et décisions. Il rassemble les différents acteurs des territoires autour d'une même problématique et permet de décloisonner les sujets. Véritable table ronde, territoriale ou opérationnelle, les S3PI ont un rôle d'impulsion, d'orientation et sont force de proposition. Aujourd'hui, les S3PI ont pour ambition de participer à la transition écologique, énergétique et économique des territoires. Ils mènent des études et encouragent les bonnes pratiques dans les domaines industriels et environnementaux. Ce sont de véritables atouts pour les territoires. Les S3PI sont prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de demain pour rester précurseurs dans l'information et la concertation en matière d'environnement et de développement durable.